Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série sur le cloud. Vous avez été nombreux à me demander de faire la suite de la première vidéo, ça a l'air d'avoir plu. Donc on va faire une petite série et on va parler de chacun des services qu'on trouve dans le cloud, et en particulier dans le cloud d'Amazon. Et aujourd'hui, on va continuer avec le serverless. Et donc aujourd'hui, le serverless, c'est un petit peu le nouveau buzzword, c'est un petit peu le buzzword de 2018. En fait, le serverless, ça a été popularisé par Amazon sous le nom de service AWS Lambda. Donc encore une fois, là on reconnaît le génie d'Amazon pour décrire les choses dans leur nom. Mais bon, c'est leur droit, ils choisissent la marque qu'ils veulent. Chez Microsoft, on a Azure Serverless, qui est un petit peu plus direct comme nom, dans le cloud d'Azure. Et chez Google, on a Google Cloud Functions, donc les fonctions dans le cloud. Ça fait aussi du sens, c'est à peu près logique quand on y pense. Donc moi, je vais vous parler principalement aujourd'hui de AWS Lambda, puisque c'est le service que je connais le mieux. Et tout d'abord, je vais vous parler de pourquoi ça existe, pourquoi ça a été inventé. Si vous avez suivi dans la dernière vidéo, on a parlé du fait que, avec les services comme EC2 ou Azure VM, etc., le fait d'avoir des machines qu'on paye à la minute, voire à la seconde, ça nous permettait de déployer des infrastructures et de les supprimer très rapidement, très facilement, et ça nous permettait de suivre la charge de notre application. Donc plus on a de charge, plus on déploie d'infrastructures. Donc ça permet évidemment des réductions de coûts et d'avoir l'infrastructure exacte par rapport à ce qu'on a besoin, mais on a toujours l'unité minimum qui est l'unité de un serveur. Et si par exemple on a un serveur qui répond à peu près à 100 requêtes par seconde et qu'on a un pic de 50 requêtes par seconde supplémentaire, on va devoir démarrer un deuxième serveur, mais qui va être à moitié chargé, parce qu'il peut répondre à 100 requêtes par seconde, mais il n'y en a que 50 qui rentrent. Donc, même si on arrive vraiment à suivre la courbe de la charge de l'application, il y a toujours un petit peu de gâchis quand on démarre des serveurs, et en fait, plus on va avoir des serveurs qui ont des grosses tailles, des grosses capacités, plus on va avoir un petit peu de perte. Il y a un deuxième problème aussi, qui est le fait que on doit anticiper un petit peu la charge, parce qu'on peut pas, le fait de démarrer une machine, ça prend quand même quelques temps, ça peut prendre une minute ou deux, et donc si on a des pics de charge, et ben ça peut être trop tard en fait, si on a un pic juste pendant une minute, et que 2 minutes plus tard, on démarre des instances, et ben on va peut-être perdre des requêtes pendant ce temps-là. Un troisième problème qui est aussi fréquent dans le cloud, c'est qu'il y a tellement de services et tellement de façons d'interconnecter chaque service que parfois il y a des fonctionnalités qui manquent ou qu'on pourra avoir besoin et qui n'existent pas nativement dans le cloud. Et avec Lambda, ça va être une des réponses à ce problème où on va pouvoir développer nous-mêmes nos propres fonctionnalités dans le cloud via AWS Lambda. Donc évidemment, le serverless, ça ne veut pas dire ne pas avoir de serveurs, il y a bien des serveurs qui tournent quelque part, mais c'est plus le fait qu'on n'a pas à s'occuper des serveurs. On va prendre son code, l'envoyer dans le cloud, et ce code-là va tourner sur des serveurs, mais sans qu'on ait besoin de les démarrer, de les administrer, de les sécuriser, de les mettre à jour, etc. Tout ça, on s'en occupe pas, c'est complètement abstrait par le serverless. Donc ça, c'est la première chose. Le serverless règle aussi le problème de scalabilité. Donc scalabilité, pour la petite histoire, je suis parti chercher sur Internet comment on traduisait ça en français, et en fait, on ne le traduit pas. Donc j'ai déjà entendu des gens dire scalabilité, et voire même scalability en anglais tout court, sans même traduire. Donc à partir du moment, maintenant on va dire scalability ou scalabilité, et vous ne pourrez pas m'en vouloir pour ça. Donc oui, ça règle le problème de la scalabilité, parce que avec le serverless, on va être facturé à la milliseconde. Donc pas vraiment à la milliseconde, mais par tranche de 100 millisecondes. Donc déjà avec le cloud traditionnel, on était facturé maintenant à la seconde, donc on paye par un serveur pour un certain nombre de secondes. Là maintenant, on paye par 100 millisecondes, donc par 100 millisecondes. Donc ce qui veut dire qu'on va payer très exactement le temps d'exécution d'une fonction. Ça veut dire que je vais coder une fonction, la mettre sur ma plateforme de serverless. Si le code qui s'exécute dans cette fonction met
240 millisecondes, et ben je vais payer 300 millisecondes. Donc il y a juste une petite différence, mais on paye vraiment juste le temps que mon code a besoin pour s'exécuter. Et donc en termes de prix, évidemment, ça donne des prix qui sont assez ridicules. Je vous mets la grille des prix. Le premier prix chez AWS Lambda, c'est 20 microcents. Donc ça veut dire un 20 millionième de centimes pour une instance avec 120 mégas de RAM et un morceau, donc un petit morceau d'un CPU. Et ça, c'est le prix par 100 millisecondes. Le plus gros tarif, donc le plus cher que vous pouvez payer chez Lambda, c'est 4 millicents, donc 4 millièmes de centimes pour une instance avec 3 Go de RAM et un petit peu plus de part de CPU, des CPU un peu plus costauds. Et donc ça, c'est le prix pour une seconde de calcul. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Là, en fait, on voit les prix par rapport à la RAM, etc. Ils vous le montrent pas, mais plus vous allez avoir de RAM, plus vous allez avoir de capacité de processeur en plus. On voit aussi que la taille des RAM, de mémoire RAM qui est affichée, peuvent paraître assez faibles, mais là on parle vraiment d'une fonction, on parle même pas d'un programme. Donc c'est juste la mémoire que la fonction que vous allez mettre va avoir besoin. Si vous voulez faire tourner un programme entier sur du serverless, c'est possible, ça se fait. Mais il va être séparé en fonctions. Chaque fonction va pouvoir avoir la mémoire et les capacités de processeur qu'elle a besoin. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément besoin d'une machine avec 32 Go de RAM ou des choses comme ça, parce qu'on ne tourne pas de système d'exploitation, il n'y a pas d'autres programmes qui tournent, et c'est juste une fonction, quoi. Et donc quand on voit ça, on peut se demander comment est-ce qu'on arrive à des prix aussi faibles. Déjà c'est parce que les temps d'exécution sont très faibles. Là on parle de millisecondes, donc évidemment ça va diviser le prix par rapport au prix qu'on voit qui est à la minute ou à la seconde ailleurs. Mais ce qui fait surtout la grosse différence, c'est que dans Amazon Lambda, ils utilisent en fait des conteneurs. Sous le capot, ils utilisent des conteneurs. Donc les conteneurs, encore une fois, à la rescousse. Et pourquoi est-ce que les conteneurs permettent vraiment cette diminution du prix par instance? C'est parce que dans des conteneurs, quand on tourne plusieurs conteneurs de la même image, donc par exemple plusieurs conteneurs de Python, les librairies que le conteneur de Python utilise dans cette image-là, elles peuvent être partagées parmi tous les conteneurs qui utilisent cette même image. Ce qui veut dire, pour récapituler, si j'ai une image de Python, l'image de Python de base qu'on télécharge du Docker Hub, qui utilise peut-être 400 mégas de dépendance, de modules, de librairies, etc., toutes ces modules et ces librairies doivent être chargées en RAM pour que Python doive fonctionner, sauf qu'avec des conteneurs, elles sont chargées une seule fois en RAM et tous les conteneurs accèdent aux mêmes modules, aux mêmes librairies en lecture seule, et ce qui fait qu'il n'y a pas d'effet de bord d'un conteneur à l'autre, mais la mémoire est utilisée une seule fois sur la machine hôte. Ce qui fait qu'on peut avoir beaucoup plus de conteneurs sur une machine physique qu'on pourrait avoir de machines virtuelles par exemple, parce qu'on n'a pas à rouler de système d'exploitation et à charger les librairies en multiples, parce que pour chaque machine virtuelle on chargerait le système d'exploitation plus Python et toutes les librairies qu'il a besoin, et donc ça multiplierait l'utilisation des ressources. Deuxièmement, ils utilisent une petite technique où ils vont mettre en pause vos conteneurs, c'est-à-dire que vos conteneurs vont être démarrés quand ils seront appelés pour démarrer votre fonction, et au bout d'un certain moment, la machine hôte va estimer que cette fonction n'a pas été utilisée depuis tant de temps, et donc elle va être mise en pause, et elle va être réveillée que la prochaine fois qu'elle va être appelée, et ce qui fait qu'on peut économiser encore un peu plus de mémoire avec cette fonctionnalité. Le seul inconvénient avec cette petite technique, c'est qu'on va prendre un petit peu plus de temps quand on va vouloir réveiller le conteneur, parce qu'au lieu de juste pouvoir exécuter la fonction, il va falloir réinitialiser le conteneur, ce qui va prendre un tout petit peu de temps, mais vous allez perdre peut-être 100 millisecondes quand ça arrive, et ça arrive assez rarement, surtout si votre fonction est appelée très souvent. Et donc maintenant qu'on sait un petit peu plus comment ça fonctionne techniquement, comment est-ce que les fonctions serverless sont appelées? En fait, il y a plusieurs façons. Premièrement, ça peut être un événement du cloud lui-même. Donc c'est-à-dire que dès qu'on fait quelque chose dans le cloud, dès qu'on démarre une machine ou qu'on enlève une machine, qu'on dépose un fichier dans un bucket S3 ou qu'on envoie un événement dans une liste comme SQS, on en parlera peut-être plus tard, quelle que soit l'action qu'on fait dans le cloud, qu'on crée quelque chose ou quoi, c'est un événement.
Et ça peut être une métrique aussi, une métrique on monitore quelque chose, on monitore un serveur, et dès que cette métrique dépasse ou va en dessous d'un certain seuil, on peut déclencher un événement. Et ces événements-là peuvent déclencher des fonctions serverless lambda. Et donc ça, c'est méga pratique pour pouvoir faire ses propres petits scripts, un petit peu, ou faire des petits scripts, des petites fonctions qui vont nous aider à faire des choses qu'on n'aurait pas pu ou difficilement pu automatiser autrement. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par Amazon eux-mêmes. Derrière, behind the scene, comme on dit, un petit peu derrière les rideaux, il y a plein de fonctionnalités chez Amazon qui fonctionnent grâce à des lambdas. Je pense par exemple à fonctionnalité de backup qu'ils ont mis il n'y a pas très longtemps, qui permet de automatiquement faire une sauvegarde d'un serveur ou d'un NAS ou quelque chose comme ça. Donc ça, en derrière, ça fonctionne avec des lambdas, c'est juste des lambdas que vous ne voyez pas, quoi. Deuxièmement, ça peut aussi être déclenché avec des cron. Si vous connaissez cron dans Linux, on peut donner comme un rythme à partir duquel la fonction est déclenchée. Donc on peut lui dire toutes les heures ou toutes les 10 minutes ou une fois par mois, fais telle action. Et ça marche exactement pareil que cron, c'est d'ailleurs la même syntaxe. Et on peut déclencher des fonctions comme ça. Donc ça peut être aussi très utile pour automatiser des actions d'administration de système, mais sans avoir besoin d'avoir un serveur qui tourne quelque part et avec des scripts bash que personne ne sait ce qu'ils font dessus, quoi. On peut avoir ces petites fonctions lambda dans des repositories, tout clean, et puis c'est automatisé automatiquement. Ça fonctionne automatiquement, c'est géré par Amazon, on n'a pas besoin de s'occuper à savoir si est-ce que le serveur qui roule les cron est down ou pas, ou est-ce qu'il a plus d'espace disque ou des choses comme ça. On peut juste mettre ces petits scripts qui roulent périodiquement en tant que fonction dans Lambda, et puis on peut les oublier, on sait qu'ils vont fonctionner tout le temps. Et dernièrement, ça peut être aussi des appels HTTP, donc ça veut dire qu'on peut faire des sites web ou des applications web avec Lambda, et à chaque fois qu'un utilisateur va faire une requête, ça va déclencher une fonction dans Lambda, et la Lambda va retourner quelque chose, une page web ou quelque chose, et qui va être renvoyé du côté de l'utilisateur, et on peut faire des applications entières avec Lambda. Il y a plein d'applications qui sont faites d'ailleurs avec ça. Il faut les développer d'une manière un peu particulière, comme j'ai parlé un petit peu avant, parce que chaque fonction, c'est une fonction lambda, donc on n'a pas un gros programme avec tout dedans. C'est un petit peu comme le concept des microservices, mais en encore plus extrême, parce que le faire des petits services, on a des fonctions à la place, quoi. Et donc il y a des frameworks pour développer sur le serverless, pour rendre ça plus facile à développer, plus facile à tester. Mais c'est encore assez jeune, il y a parfois des petites choses auxquelles il faut faire attention. Je pense par exemple au fait que, justement, comme je vous disais avant, le fait qu'une fonction soit appelée après qu'elle ait été stoppée ou une deuxième fois sans être stoppée, ça peut avoir des effets différents qu'il faut garder en tête quand on développe. Et il y a pas mal de petites choses comme ça qui font que c'est un petit peu plus difficile. Il faut quand même connaître comment ça fonctionne pour en tirer parti, quoi. Et donc les deux cas d'utilisation les plus fréquents, ça va être justement le couteau suisse du cloud un petit peu, le fait de pouvoir automatiser plein de choses dans le cloud, de pouvoir faire des actions régulières d'administration dans Lambda, à un coût très faible, voire ridicule, parce que si on fait quelque chose une fois par jour par exemple, ou même une fois par heure, ça va même pas nous coûter quelques centimes, quand même à la fin du mois, ça coûtera quelques centimes, quoi. Par exemple, moi j'avais une fonction pour un projet personnel, j'avais une fonction qui tournait toutes les minutes, et le temps d'exécution c'était quelque chose comme 4 secondes, donc chaque minute ça tournait 4 secondes, et à la fin du mois je payais quelque chose comme 1,50$ ou quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est à garder en tête pour des petits projets, ou en particulier quand il y a peu de charges sur votre projet. Si par exemple quelqu'un fait une requête dessus, puis il y a peut-être 100 requêtes par jour ou quelque chose comme ça, bah vous allez payer 100 fois 200 millisecondes, c'est-à-dire des fractions de centimes, et vous allez presque rien payer. Alors que si vous aviez dû mettre en place des serveurs, etc., si vous voulez un peu de redondance et de la scalabilité, et bah ça vous aurait pris plusieurs serveurs, et forcément vous auriez dû payer quelques dizaines de dollars par mois pour avoir la même chose, quoi. Plus le fait de devoir s'en occuper vous-même, quoi. De devoir vous en occuper vous-même.
Et donc pour la petite anecdote, dans l'entreprise où je travaille, on a rajouté pas mal de fonctionnalités avec Lambda, donc de fonctionnalités du cloud, parce qu'on a des besoins un petit peu particuliers parfois. Et la malédiction, c'est que presque à chaque fois qu'on prend du temps pour développer une fonctionnalité avec Lambda pour répondre à un besoin, 3 semaines, 1 mois plus tard, Amazon annonce en fanfare la disponibilité de cette fonctionnalité-là. Évidemment, c'est 10 fois mieux fait. Évidemment, c'est intégré directement dans le service. Et nous, on se retrouve à avoir une fonctionnalité qui est qu'on a codée nous-mêmes, on a un petit peu perdu entre guillemets, des semaines de développement, alors qu'on aurait juste pu attendre un petit peu et l'avoir gratuitement par Amazon, quoi. Donc c'est un petit peu notre malédiction, mais bon, quand on a besoin d'une fonctionnalité, on ne sait jamais trop quand est-ce que Amazon va l'implémenter. Ils sont assez flous là-dessus sur leur roadmap, donc c'est des choses qui arrivent. Mais au moins, on n'est jamais bloqué quand on a besoin de faire quelque chose. Si ça n'existe pas, on le développe nous-mêmes. Et jusqu'à présent, il n'y a rien qu'on n'a pas été capable de faire avec des lambdas. On peut vraiment tout faire, tout automatiser avec des lambdas. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Pour ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui, moi je m'appelle Thomas, je fais des vidéos toutes les semaines sur les sujets du cloud, du DevOps et de Linux. Et donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous suggère de vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine.